Les récentes révélations faites par le parquet norvégien, c'est que Denis Sassou Nguesso a perçu 25 millions de dollars, l'équivalent donc de 15 milliards de francs CFA, de pots de vin, voilà, pour accorder un permis d'exploitation pétrolière à ces Norvégiens. C'est la société Emla, dont est actionnaire d'ailleurs sa fille Julienne Sassou Nguesso, qui détient 15% de parts. Et cela arrive ou tombe juste après qu'on ait organisé disons, un sommet extraordinaire, la CEMAC, qui a enjoint les chefs d'État, sinon les pays membres de cette organisation, de rapatrier les fonds. En réalité, c'est un message qui a été dit à M. Sassou Nguesso de lui dire, je pense qu'il est temps aujourd'hui de voir autrement la gestion du Congo. Mais si vous ne comprenez pas, on fait ressortir un dossier, celui du parquet de Norvège, pour qu'ils comprennent que ce n'est plus uniquement la France. Vous savez que j'étais incarcéré arbitrairement parce que j'avais osé demander un gouvernement d'union nationale à la maison d'arrêt de Pointe-Noire où j'ai été torturé. Le 24 janvier dernier, il y a 84 prisonniers qui ont disparu, qu'on est venu chercher dans un véhicule de type les véhicules de l'armée. On les a bâchés et ces 84 prisonniers ont disparu. Où ils sont partis, ces prisonniers? Et c'est un pays dirigé par des francs-maçons où on fait disparaître les vies comme ça. Vous Et on dites, dit qu'au Congo, voilà, chaque jour, on décline les 30 jours de transparence. Le Denis Sassou Nguesso a construit le pays. Oui, il a détruit les vies. Il a ôté la vie des Congolais. Et c'est inacceptable. vous nous informez, Monsieur Modeste Boukadia, que du 24, donc la nuit du 24 au 25, 84 prisonniers ont été enlevés, c'est ça, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire et portés disparus, c'est ça? Absolument, oui. Absolument. Et même, pour vous dire, des prisonniers ont été euh, 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 pris en charge par les gendarmeries pour être transportés au tribunal de Pointe-Noire, pour être entendus par le procureur de la République. Ce convoi-là, où il y avait 3 prisonniers, ont été attaqués par les agents de la DGSP. Ils ont battu les gendarmes qui les accompagnaient. Est-ce que c'est normal, ça? Mais c'est sérieux ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est vrai que nous avions l'information comme quoi les miliciens, il faut les appeler comme ça, de la DGSP, donc la sécurité présidentielle dirigée par Serge Oboa, désormais surnommé le boucher de Brazzaville, est en train de récupérer certains prisonniers dans les cellules de prison et pour aller les exécuter. Ils confisquent les corps. Est-ce que c'est comprendre par là que c'est aussi la DGSP qui est allée récupérer ces 84 personnes dont vous parlez là? Ce que je dis, c'est que j'étais informé, vous savez que depuis que je suis sorti de la prison, de la maison d'arrêt de Pointe-Noire, je prends toujours des nouvelles de ceux qui sont restés là-bas. C'est à ce moment-là qu'on m'a informé que du 24 au 25 janvier 2026, donc le mois qui vient de finir, il y a eu des événements. Il y a l'armée qui est venue, qui a encerclé la maison d'arrêt, et un véhicule, un gros véhicule de l'armée. Ils ont pris 84 prisonniers, ils les ont mis derrière, comme le camion a été découvert, ils ont bâché le véhicule. Et ces 84 prisonniers ne sont jamais revenus jusqu'à présent. Il y a eu des individus, des hommes, pour ne pas les citer, Denis Sassou Nguesso et Frédéric Binsamou, qui ont signé des accords pour devenir des partenaires de paix, mais qui se sont affrontés. Autre interrogation, tout le monde parle de Paul.
Mais personne ne voit la localisation. C'est quand même curieux que ces affrontements-là se font seulement dans les localités où il y a Madame Adélaïde Mourani et M. Isidore Mvouba. C'est dans ces localités-là où il y a les guerres. Et ces deux personnalités-là font partie du pouvoir. Mais pendant qu'on tue les populations de leur localité, ils sont silencieux. Puisqu'on dit bien dans ma culture, si quelqu'un rentre dans ta forêt, c'est que c'est l'homme originaire de la forêt qui lui a montré le chemin. Est-ce que dois-je comprendre que le silence assourdissant de Isidore Mvouba et d'Adélaïde Mourani sont une autorisation tacite d'aller détruire le pôle? Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur R7, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de votre fidélité à R7. Les dates de la prochaine élection présidentielle au Congo-Brazzaville ont été arrêtées pour les 12 et 15 mars 2026. Parallèlement, une concertation politique est annoncée pour ce début février 2026 par Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur. Est-il légitime pour convoquer une telle initiative politique et quel intérêt d'organiser cette concertation politique à quelques semaines de la prochaine élection présidentielle? On en parle aujourd'hui avec Modeste Boukadia, président du CDRC, le Cercle démocrates et républicain du Congo. Bonjour, monsieur Boukadia. Bonjour, monsieur Perrin. Comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. Et vous-même, comment vous allez? Fort bien également. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur R7. Monsieur Boukadia, vous êtes un des protagonistes essentiels de la scène politique congolaise. Cela n'est plus à démontrer. Vous êtes forcément bien informé sur la vie du pays, donc le Congo. Alors, en quelques mots, quel bilan faites-vous du PCT, particulièrement de ces 5 dernières années? Écoutez, quel bilan? Je constate que depuis la création du PCT en 1969 et la présidence au bout de 42 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, le seul résultat, le seul bilan que l'on connaisse du régime PCT et de la présidence Denis Sassou Nguesso, c'est cette boulimie d'assassiner le peuple congolais. Quand on voit le bilan, c'est le seul régime qui a détruit, tant en vies humaines, énormément de Congolais et de Congolaises. Donc on peut dire que, au-delà de ces 5 dernières années, le bilan du PCT, sa politique essentielle, c'est la destruction du Congo et l'assassinat du peuple congolais, autrement dit, l'élimination des hommes politiques, des cadres politiques de tous bords pour qu'il n'y ait aucune alternative possible. En d'autres termes, le bilan du PCT et de 42 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est l'assassinat du pays. Il n'y a jamais eu d'investissement pour créer des entreprises qui puissent donner de l'espoir à la population, qui puissent donner de l'espoir à la jeunesse. Et on le constate, que ce soit du côté des travailleurs, que ce soit du côté des retraités, il y a des arriérés impensables, innovables, que ce soit des pensions de retraite, que ce soit des salaires, que ce soit des bourses. Et ces éléments-là définissent bien
que le PCT comme Denis Sassou Nguesso ont eu pour objectif la destruction du Congo. Alors si la politique est souvent définie comme la gestion de la cité et que la politique est noble, tout à l'heure je vous ai entendu dire le bilan du Parti congolais du travail, c'est plutôt l'élimination des cadres politiques, militaires, administratifs, vous l'avez dit, des enfants, des Congolais. En un mot, est-ce qu'à ce moment-là, on peut continuer à parler de politique au Congo? Non, je ne pense pas qu'au Congo, le PCT et Denis Sassou Nguesso font de la politique. Parce que faire de la politique, c'est amener un pays et un peuple vers une autre destination, vers un autre projet, vers euh, une transformation de la société. Mais quand on regarde la vie aujourd'hui du Congo, elle est pire que sous la colonisation. Au moins, pendant la colonisation, au Congo, il y avait des écoles. Au Congo, il y avait des dispensaires. Au Congo, il y avait des voies, euh, des routes. Au Congo, il y avait des voies, des bureaux de poste, il y avait des banques. Il y avait Et de l'eau, il y avait de l'électricité stable, voilà. il y avait de l'électricité, il y avait même de l'eau courante dans les robinets. Aujourd'hui, depuis que le PCT a pris le pouvoir en 1969, il n'y a plus d'eau dans les robinets. Alors que le Congo, c'est un pays qui est immergé par de nombreux cours d'eau. Et ce, d'autant plus que nous avons le deuxième plus grand fleuve du monde à côté, mais c'est un pays qui manque d'eau courante. Et c'est un pays qui manque d'électricité. Alors comment voulez-vous que la vie soit euh, normale dans un pays qui manque d'eau et qui manque d'électricité? Au bout du compte, lorsqu'on parle de l'industrialisation, développement au Congo, sans électricité, comme vous l'avez dit finalement, c'est une chimère. Non, mais en fait, la question que je me pose, c'est ces gens-là comprennent les mots qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le développement? Ou parce qu'ils conçoivent, ils énoncent, comme dans le réflexe pour les scientifiques, les réflexes innés, dès qu'il y a quelque chose qui veut te rentrer dans l'œil, tu as le réflexe de l'enlever. Donc pour eux, parler de développement, c'est un réflexe. Mais ils ne connaissent pas le sens profond, les conséquences de ce que ça veut dire le mot développement. Oui, je comprends. Je pense peut-être parce que ils portent des cravates, des vestes croisées, des westons. Ils pensent que c'est ça le développement. Voilà. Oui, mais monsieur Modeste Moukadia, je sais que vous êtes en train de suivre très certainement le programme 30 jours pour convaincre lancé par le gouvernement congolais, qui passe aussi à Télé Congo. Alors là, la plupart des intervenants affirment que le bilan de Denis Sassou Nguesso, pour ne pas dire du PCT, est positif. Quand on compare les régimes depuis euh, la création ou la déclaration de la République, le PCT est le parti qui a assassiné beaucoup plus les cadres du Congo. Aucun autre parti ne l'a fait. Quand on regarde tous les régimes qui sont passés au Congo, le PCT est le seul parti et Denis Sassou Nguesso est le seul président qui a osé, sans même s'en rendre compte, dire quand nous avons eu la volonté de détruire les écoles. Mais le développement, c'est justement les écoles. Quand on a la volonté de détruire les écoles, et ils l'ont fait, c'est qu'il n'y a pas de développement. Et je reviens donc de dire que quand ils parlent de développement, je ne crains qu'ils ne comprennent
ce mot. En fait, ils les lisent comme un catalogue. Vous savez, le catalogue La Redoute, vous regardez, on dit, ah voilà, il faut parler de développement. Voilà. Je crois que et c'est ça ce qui est le plus grave, ce qui me rend triste, c'est que toutes ces personnes, semble-t-il, sont dans une philosophie de progrès de l'humanité. Mais le progrès de l'humanité, c'est pas ôter la vie aux gens. Le progrès de l'humanité, c'est permettre aux populations d'avoir une aisance de la vie. Mais pour eux, peut-être que le progrès de l'humanité se réduit à leur petit cercle. Tant que le président se porte bien, c'est qu'il y a un progrès. Tant que les enfants du président se portent bien, détruisent le trésor public, il y a le progrès. Ça veut dire que pour eux, l'humanité se réduit dans le cercle familial. Les autres n'existent pas. Et c'est ça ce qui est plus grave. Parce que il pousse les gens à penser que les cercles dans lesquels ils se trouvent, pour ne pas le nommer la franc-maçonnerie, est faite pour détruire le Congo. Et à partir de là, on est en droit de se poser la question, à quoi ça sert ce cercle-là? Et je suis enclin de donner raison au président Clemenceau, qui disait à son époque au parti de gauche, laissez les Africains avec leur culture, leur tradition, ils n'ont pas besoin de franc-maçonnerie. Et Clemenceau avait raison. Parce que là, aujourd'hui, la franc-maçonnerie au Congo a montré ses limites. La franc-maçonnerie est là pour détruire le Congo. Parce que tous ceux qui sont au Congo, ils sont francs-maçons. Donc, ils ne sont pas pour le progrès de l'humanité. Ils ne sont pas pour le progrès des Congolais. Ils sont pour la destruction du Congo. Ils sont pour la destruction des Congolais. Voilà le rôle de la franc-maçonnerie au Congo. Oui, mais après, il faudrait peut-être quelques éléments d'appréciation lorsque vous dites que finalement la franc-maçonnerie n'est pas pour le développement au Congo. Bah, si ailleurs la franc-maçonnerie a permis évidemment le développement de certains pays, au Congo c'est bien au contraire. Est-ce que y a-t-il des éléments d'appréciation pour ceux qui nous suivent, bien entendu, qui ne connaissent pas tous forcément le Congo? En fait, ou allusion concrètement? Écoutez, nous savons tous que tous ceux qui sont dans le pouvoir de Denis Sassou Nguesso et lui-même, ce sont des francs-maçons. Hein? Donc, on leur a appris qu'ils doivent œuvrer pour ne pas détruire les vies. Mais tous ceux qui concourent dans ce régime-là, c'est la destruction de la vie. Chaque jour qui passe, il y a des vies qui sont détruites. Il y a des vies qui sont ôtées. Du 24 au 25 janvier dernier, vous savez que j'étais incarcéré arbitrairement parce que j'avais osé demander un gouvernement d'union nationale à la maison d'arrêt de Pointe-Noire où j'ai été torturé. Le 24 janvier dernier, il y a 84 prisonniers qui ont disparu, qu'on est venu chercher dans un véhicule de type les véhicules de l'armée. On les a bâchés et ces 84 prisonniers ont disparu. Et où ils sont partis, ces prisonniers? Et c'est un pays dirigé par des francs-maçons où on fait disparaître les vies comme ça. Vous Et on dites, dit qu'au Congo, voilà, chaque jour, on décline les 30 jours de transparence. Le Denis Sassou Nguesso a construit le pays. Oui, il a détruit les vies. Il a ôté la vie des Congolais. Et c'est inacceptable. vous nous informez, Monsieur Modeste Moukadia, que du 24, donc la nuit du 24 au 25, 84 prisonniers ont été enlevés, c'est ça, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire et portés disparus, c'est ça? Absolument, oui. Absolument. Et même, pour vous dire, des prisonniers ont été pris
pris en charge par les gendarmeries pour être transportés au tribunal de Pointe-Noire, pour être entendus par le procureur de la République. Ce convoi-là, où il y avait 3 prisonniers, ont été attaqués par les agents de la DGSP. Ils ont battu les gendarmes qui les accompagnaient. Est-ce que c'est normal, ça? Mais c'est sérieux ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est vrai que nous avions l'information comme quoi les miliciens, il faut les appeler comme ça, de la DGSP, donc la sécurité présidentielle dirigée par Serge Oboa, désormais surnommé le boucher de Brazzaville, est en train de récupérer certains prisonniers dans les cellules de prison et pour aller les exécuter. Dans le même temps, ils confisquent les corps. Est-ce que c'est comprendre par là que c'est aussi la DGSP qui est allée récupérer ces 84 personnes dont vous parlez là? Ce que je dis, c'est que j'étais informé, vous savez que depuis que je suis sorti de la prison, de la maison d'arrêt de Pointe-Noire, je prends toujours des nouvelles de ceux qui sont restés là-bas. C'est à ce moment-là qu'on m'a informé que du 24 au 25 janvier 2026, donc le mois qui vient de finir, il y a eu des événements. Il y a l'armée qui est venue, qui a encerclé la maison d'arrêt, et un véhicule, un gros véhicule de l'armée, c'est le véhicule de l'armée. Ils ont pris 84 prisonniers, ils les ont mis derrière, comme le camion était découvert, ils ont bâché le véhicule. Et ces 84 prisonniers ne sont jamais revenus jusqu'à présent. Donc je suis en droit de savoir ce qui sont devenus ces jeunes-là. S'ils sont en prison, c'est qu'ils ont commis des choses. Et en prison, ils sont en train de payer leurs dettes. Normalement, oui. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont été abattus. Je dis qu'ils ont été enlevés, on ne les retrouve plus. Je veux savoir, donc je demande à Raymond Sefirem Boulou, qui est le ministre de l'Intérieur, de dire où sont partis ces prisonniers-là. Parce que c'est lui qui est chargé de la sécurité. Il n'est pas chargé de convoquer la contestation électorale. Ça, c'est l'histoire des politiques. Lui, c'est un ministre régalien, où ils connaissent les fonctions de là où on les nomme, où ils ne connaissent pas. Et j'avais dit déjà, quand le général Serge Oboa a commencé à faire des exécutions extrajudiciaires, j'avais dit au général, à Raymond Zéphirine Boulou, s'il se trouvait dans les capacités d'assurer la sécurité des Congolais, il devait démissionner. Voilà. Cela veut dire que... Oui, allez-y, je vous en prie. Parce que la sécurité des Congolais, c'est sur ses épaules. Donc, s'il est incapable d'assurer la sécurité des gens, il doit démissionner. Alors, ce qui devient beaucoup plus dangereux au Congo, c'est que, surtout pour les jeunes, ils ne savent plus à quel sens se vouer. On peut venir rechercher chez vous, nuitamment, pourquoi pas, aux premières heures de la matinée, sans convocation préalable, au motif que vous serez un délinquant et les jeunes sont en train de disparaître. Ils ne se sont pas arrêtés là, je vous l'ai dit tout à l'heure, et nous avons des informations là-dessus. On est en train de récupérer des prisonniers dans les cellules de prison. Comme vous l'avez dit, quand quelqu'un est déjà en prison, ça veut dire qu'il est en train de purger sa peine. Mais on va les chercher pour aller les exécuter. Et là, on va quand même se poser la question de savoir si c'est tout ça la lutte contre le banditisme. Mais je ne pense pas que ce soit cela. Écoutez, si on met quelqu'un en prison, c'est qu'on a estimé qu'il est allé contre les lois du pays et donc il est appréhendé, il est en prison, soit il est en attente d'être jugé, donc il est passé devant le procureur et puis le procureur l'a placé en dépôt. Ou soit il a été jugé, donc il purge sa peine. Et donc il a le droit, sa vie doit être assurée
La sécurité de sa vie doit être assurée par l'État qui est en train de le faire payer ce qu'il a commis, ce qu'il a fait à la société. Hein? Donc, j'estime que le général Serge Oboa, dans sa lutte contre le banditisme, dont je sais que les grands bandits sont en chemise, sont en col blanc au Congo. Parce que si on avait créé des entreprises au Congo, si les jeunes travaillaient, il n'y aurait pas de bandits. Nous sommes moins de 5 millions d'habitants. Pays grands producteurs de pétrole, grands producteurs de bois, grands producteurs de diamants, grands producteurs d'or, de bois. Une immense richesse. Des Congolais intelligents. Pourquoi ils iraient voler? Pourquoi ils iraient voler, Modeste Boukadia? Nous allons avancer parce que nous avons d'autres volets aussi à aborder. On va parler de la concertation qui sera convoquée d'ici là. Nous sommes déjà en février. Aujourd'hui, c'est le 2 février 2026. Raymond Zéphira Mboulou va convoquer une concertation politique. Tout à l'heure, vous posez la question, en quelle qualité est-il légitime de convoquer une telle initiative politique et quel intérêt? En fait, une telle concertation à quelques semaines de la présidentielle, la prochaine élection présidentielle. Raymond Zéphirem Moulou est, même si je ne vois pas qu'il y a un gouvernement au Congo, un ministre de l'Intérieur, semble-t-il. C'est un ministre régalien. Il n'a pas à s'occuper de la source des politiques. Et je signale qu'au Congo, à chaque échéance électorale, ça a commencé en 2009. Il faut qu'ils aient des concertations, des dialogues, comme si ce pays-là ne peut pas organiser une élection sans concertation, sans dialogue. Et pire encore, dans ce pays, on signe des accords de partenariat de la paix. Mais personne ne les respecte. Ils se font la guerre alors qu'ils ont signé des partenariats de la paix. Ça veut dire que cette concertation qu'ils vont se créer, c'est pour se partager des postes et non pour régler les problèmes du Congo. Parce que les problèmes du Congo se règlent ailleurs. Les problèmes du Congo vont se régler dans ce que moi j'appelle Topesa. C'est là où vont se régler les problèmes du Congo. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils s'organisent alors que les conditions ne sont pas requises pour qu'il aille à une élection présidentielle. Voyez-vous, M. Perrin, dans ce pays, il y a eu une guerre. On a saccagé toute une région. On a massacré des jeunes gens de ce qu'ils ont appelé les opérations Zéro Kuluna ou Zéro Bébé Noir. Ils ont tué des parents, ils ont tué des jeunes, ils ont brûlé des maisons des parents. Vous pensez que ça, c'est un pays où il faut organiser des élections? Êtes-vous sûr que dans ces conditions, quelqu'un de sensé, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a une conscience, qui réfléchit, qui ne soit pas un animal, est capable d'organiser des élections dans ces conditions-là? Et se pose la question, ceux qui accompagnent Denis Sassou Nguesso dans cette folie, sont-ils eux-mêmes normaux? Hein? À moins qu'on dise, les gens qu'on a tués, ce ne sont pas leurs parents. Tant qu'on tue les gens qui ne sont pas leurs parents, on ne tue personne. Tant qu'on brûle les maisons qui ne sont pas les maisons de leurs parents, ça ne concerne pas les hommes politiques. Je pense que ce qu'ils font là, c'est une manière de dire, bon, comme d'ailleurs l'a dit Florent Siba
à des responsables politiques. Pourquoi vous vous associez avec Boukadia? Si vous avez des problèmes, on vous donne de l'argent. Venez, on va discuter. Ce sont ces gens-là qui vont se retrouver là-bas. Oui, mais C'est pour ça que Monsieur Modeste Boukadia, je sais que vous insistez régulièrement sur la nécessité d'un dialogue politique au Congo que vous nommez d'ailleurs Topesa et tout le temps vous en parlez. N'est-ce pas là une opportunité finalement de prendre part et probablement euh, de poser tous les problèmes nécessaires? vous savez, vous êtes un journaliste talentueux qui connaît bien le fonctionnement de, 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 de comment fonctionne la société congolaise. Ce n'est pas parce que vous entendez le bruit d'un tam-tam que vous allez courir pour aller danser. Hein, Monsieur Perrin? Mais pour que les choses se passent bien, pour que le rythme soit bien, il faut d'abord fabriquer le tam-tam dans un endroit secret où vous allez harmoniser tout. Et à ce moment-là, vous appelez tout le monde sur la place publique. Mais vous n'allez jouer le tam-tam sorti de nulle part en disant venez concertation, concertation, concertation. Vous allez discuter de quoi? Hein? Je crois que nous sommes dans un monde civilisé. Hein? J'espère que les gens qui sont en face sont civilisés, où les gens se parlent et disent des choses. Hein? Et je redis ceci. Nous avons connu des drames, des exécutions sommaires, des crimes extrajudiciaires qui sont passibles euh, de, 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 de justice. Et nous avons dit ceci, qu'il y a eu des individus, des hommes, pour ne pas les citer, Denis Sassou Nguesso et Frédéric Binsamou, qui ont signé des accords pour devenir des partenaires de paix, mais qui se sont affrontés. Autre interrogation, tout le monde parle de pôle, mais personne ne voit la localisation. C'est quand même curieux que ces affrontements-là se font seulement dans les localités où il y a Madame Adélaïde Mourani et M. Isidore Mvouba, c'est dans ces localités-là où il y a les guerres. Et ces deux personnalités-là font partie du pouvoir. Mais pendant qu'on tue les populations de leur localité, ils sont silencieux. Ici, moi je suis en France, quand dans une région, dans un département, il y a du désordre, les élus de ce département parlent, disent qu'est-ce qui se passe. Mais on tue des gens à Mpangala, on tue des gens à Mindouli. Monsieur Isidore Mvouba parle, j'ai rencontré Denis Sassou Nguesso à Mongali, à Wenze, c'est lui qui m'a donné. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? En sorte, Là, faire la Monsieur Modeste, politique, oui, Monsieur faire la Boukadia, politique, c'est caresser dans le sens du poil celui qui tue la population. oui, Monsieur Modeste Boukadia, tout à l'heure, vous avez dit les localités qui, en fait, aujourd'hui, euh, sont dans une situation délicate. Ce sont des localités, bon, enfin, où sont originaires, bien entendu, Isidore Vouba et Madame Adelaïde Mouani. Est-ce dire qu'il serait de mèche avec ceux qui créent enfin, le désordre ou qui sont en train de tuer les gens dans ces localités-là? Ce que moi je constate,
c'est que Isidore Mvuba est président de l'Assemblée nationale. Je ne l'ai pas entendu faire une déclaration sur ce qui s'est passé dans la région de Pôle. Madame Adélaïde Mourani a été élue députée grâce ou par la volonté des habitants de la localité de Mindouli. Je ne l'entends pas parler quand on tue des gens là-bas. Mais ils ne parlent pas parce que dernièrement, je ne sais pas si vous les avez suivis, parce qu'ils estiment que ce sont les ninjas qui sont allés provoquer. Et c'est ce que j'ai entendu, une déclaration qui avait été lue d'ailleurs par Elo Matson Mampouya, c'est comme ça qu'on l'appelle. J'avais déjà répondu que moi, personnellement, je n'ai pas eu les éléments probants disant que les éléments de Frédéric Binsamou sont sortis de cette forêt-là pour aller attaquer les hommes de la DGSP. J'ai cru comprendre, et c'est ça ce qui est avéré, que ce sont les hommes de Serge Oboa d'être partis dans le pool, alors que nous savons tous, son opération, c'était le Koulouna. Et nous savons que dans le pool, il n'y a pas de Koulouna. Il n'y a pas de bébé noir. C'est pour ça que je me pose la question, pourquoi Isidore Mvuba, ressortissant et député de ces zones-là, ainsi que Madame Adélaïde Mourani, ne s'expriment pas ou n'interpellent pas M. Binsamou en disant qu'est-ce qui se passe dans nos localités. C'est ça ma question. Pourquoi ils ne s'expriment pas? Et pourquoi ils sont dans un pouvoir où ils participent à la destruction du pays sans pour autant qu'ils s'expriment? Alors qu'on ne nous dise pas, voilà. C'est pour ça que je dis que, oui, on dit, ah oui, ce sont les Ngala qui détruisent le pays. Mais là, ce ne sont pas les Ngala. Là, ce ne sont pas les Ngala qui détruisent. Puisqu'on dit bien dans ma culture, si quelqu'un rentre dans ta forêt, c'est que c'est l'homme originaire de la forêt qui lui a montré le chemin. Est-ce que dois-je comprendre que le silence assourdissant de Isidore Mvuba et d'Adélaïde Mourani sont une autorisation tacite d'aller détruire le pôle? C'est une question que je pose et qui mérite une réponse. Probablement qu'ils auront le temps de répondre à cette question pertinente d'ailleurs. Monsieur Modeste Moukadia, revenons sur l'élection présidentielle la prochaine qui est prévue pour les 12 et 15 mars 2026. Et tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer ce qui se passe dans le pool, la crise dans le pool, puisque les massacres continuent. C'est ce que j'ai appris ce matin, que les attaques continuent dans le pool. Et dans le même temps, on convoque une concertation qui sera suivie par une élection présidentielle. Comme quoi la vie des Congolais ne compte pas. Tout à l'heure, vous disiez que ce régime ne s'est illustré que par des crimes, des assassinats. Est-ce comprendre que bon, le pool peut continuer à brûler, voilà, les Congolais peuvent continuer à vivre dans la précarité comme ça se passe actuellement, et que tout ce qui compte, c'est une élection encore factice, mais bon, une parodie d'élection juste pour se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'à cette concertation, bon, vous encore, vous n'êtes pas peut-être invité, ou vous ne serez peut-être pas invité, sinon j'allais vous poser la question de savoir si la question du pool sera traitée à cette concertation politique. Je pense que c'est une tribune appropriée pour qu'on aborde aussi la question du pool avant même l'élection présidentielle. Écoutez, de mémoire,
toutes les concertations ou tous les dialogues qui ont eu au Congo n'ont jamais abordé les questions de fond. Tout ce qui est abordé, c'est qui va occuper tel estropontin, tel poste, comment on va se faire. C'est comme ça ce qui s'est fait depuis 2009, l'année où ils ont inauguré cette séance de concertation. Parce que j'étais à Brazzaville à ce moment-là en 2009, on m'avait invité, j'avais dit non. Je n'aime pas participer à ces mises en scène. D'ailleurs, à l'époque, j'avais interpellé M. Mierassa comme M. Mathias Nzon, tout comme le général Ngolendele. Je leur avais dit que cette affaire de concertation-là va détruire le pays. Parce que finalement, vous n'abordez pas les vraies questions. Tout ce que vous abordez, c'est accompagner le PCT à rester au pouvoir. C'est ce que j'avais dit en 2013. Et donc, je ne pense pas que au cours de cette énième concertation, pour le même problème, et je dis qu'au Congo, quand il y a des élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, ces élections sont précédées de concertation ou de dialogue. C'est le seul pays qui fait ça. Comme je l'ai souligné, c'est le seul pays où l'on nomme un chef de l'opposition par décret. Ce sont les spécificités du Congo. C'est pour ça que quand on regarde le bilan du PCT, c'est le bilan essentiellement la dynamique du régime PCT et de Denis Sassou Nguesso. C'est l'assassinat des cadres, c'est l'assassinat des intelligences, c'est l'assassinat de la jeunesse. Et ce que je dis est documenté. C'est le seul régime, le seul parti politique qui a assassiné autant de cadres, une quantité innombrable de cadres et de présidents de la République. Oui, le bilan, puisque vous faites état du bilan du PCT, c'est aussi les détournements massifs des données publiques. Dernièrement, voilà, j'allais dire, les récentes révélations faites par le parquet norvégien, c'est que Denis Sassou Nguesso a perçu 25 millions de dollars, l'équivalent donc de 15 milliards de francs CFA, de pots de vin, voilà, pour accorder un permis d'exploitation pétrolière à ces Norvégiens. C'est la société EMLA, dont est actionnaire d'ailleurs sa fille Julienne Sassou Nguesso, qui détient 15% de parts, c'est ça. Et cela arrive ou tombe juste après qu'on ait organisé disons un sommet extraordinaire, la CEMAC, qui a enjoint les chefs d'État, sinon les pays membres de cette organisation, de rapatrier les fonds placés dans les banques en Occident comme en Asie. Quelle lecture faites-vous d'abord de cette récente révélation faite de corruption aggravée à grande échelle, c'est ce que dit d'ailleurs la tribune, et ensuite le rapatriement des fonds? Écoutez, moi, je pense que la réunion de la CEMAC à l'initiative du Fonds monétaire international a été une très bonne chose. Ça a permis, au moins au niveau de cette instance, que les chefs d'État de cette zone ont reconnu avoir placé de l'argent des trésors publics dans des banques occidentales et asiatiques, alors que ces fonds étaient destinés à améliorer le bien-être de leur population. C'est-à-dire qu'il y a eu un détournement de destination de cet argent. La question est de savoir. Oui, ils ont dit qu'il faut rapatrier l'argent. Écoutez, M. Perrin,
En économie, les choses ne se passent pas comme ça. En finance, les choses ne se passent pas comme ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, oui, Denis Sassou Nguesso a le feu. Hein, a le feu, pardonnez-moi l'expression, aux fesses avec le FMI. Il doit, en réalité, quand ils ont convoqué euh, cette réunion de la CEMAC à Brazzaville, parce que le canard boiteux, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça qu'ils ont fait la réunion chez lui, dans sa maison. Et c'est dans sa maison où on lui a dit, tu dois rapatrier l'argent que tu as mis ailleurs. Maintenant, la question est de savoir, cet argent qui est mis ailleurs, ils sont où? Il est où cet argent? Ils sont dans les banques. Il est dans les banques. Et les banques, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont prêtés à des entreprises. Oui, naturellement, Mais ils doivent avoir investi quelque part, oui. voilà. Est-ce que ces banques vont demander à ces entreprises à ramener l'argent parce que Denis Sassou Nguesso en a besoin? Ou est-ce que c'est l'argent privé que lui-même, sciemment, a mis dans des banques et il va dire aux banques, non, mais maintenant, remboursez-moi cet argent-là. Vous savez, bon, je pense que vous avez le même régime là où vous êtes comme moi ici en France. Pour aller retirer une certaine somme, il faut que tu donnes la raison pour laquelle tu veux récupérer ton propre argent. Vous pensez que les banques vont, par exemple, l'argent qu'il a mis ici en France, dont on sait qu'il les a investis dans beaucoup d'entreprises françaises ici, et va lui dire, bon, reprends cet argent-là. En réalité, c'est un message qui a été dit à M. Sassou Nguesso de lui dire, je pense qu'il est temps aujourd'hui de voir autrement la gestion du Congo. Mais si vous ne comprenez pas, on fait ressortir un dossier, celui du parquet de Norvège, pour qu'ils comprennent que ce n'est plus uniquement la France, ni les États-Unis, mais c'est maintenant tous les pays, surtout les pays de l'Europe de l'Europe du Nord, qui sont protestants. Ce ne sont pas des pays latins où on peut se dire, ah non, mais on va faire comme ci, comme ça. Avec les pays de l'Europe du Nord, ils sont carrés. Et on Ça veut apprend dire qu'il y a que, eu, la collaboration de la France et des États-Unis dans ces enquêtes, même si Thierry Mongala vient faire son petit théâtre comme d'habitude. Est-ce qu'on peut penser que c'est le fait d'avoir, enfin, détourné, c'est vrai que l'argent du Congo, mais en devise, parce que c'est ça qui pose problème en fait. 25 millions de dollars. Et je sais que les Américains sont très stricts sur toute utilisation de leur monnaie, surtout quand il s'agit de ces malversations. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est ce qui aurait intéressé les États-Unis dans ce dossier-là? vous savez, tant que vous pouvez jouer avec l'euro hein, ou avec le franc CFA, mais dès que vous touchez au dollar, même un dollar, toutes les agences fédérales des États-Unis sont alertées. Hein. Et puis, il faut dire aussi que euh, les États-Unis ont un œil sur le Congo. Parce que nous avons un enjeu, un nouvel enjeu géopolitique. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont tout fait pour qu'il y ait des accords de Washington entre Le Rwanda et la RDC? La RDC et le Rwanda. Et que ces accords semblent ne pas bien fonctionner parce qu'il y a l'implication de Denis Sassou Nguesso auprès de Paul Kagame. C'est-à-dire, Donc, on est en train de lui dire, écoutez, si nous souhaitons qu'il y ait une paix entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo, il faut stabiliser le Congo-Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait très bien que le Congo, on peut l'appeler, c'est le centre de la déstabilisation de l'Afrique centrale.
J'ai souvent évoqué cela et c'est pour ça que je reprécise que je pense, euh, lorsque on ne sait plus comment mettre le pied gauche, parce que le pied droit ne tient plus, il faut repartir à la croisée de chemin. La France avait signifié à Isidore Mvouba que l'élection n'était pas à l'ordre du jour. Ce à quoi Isidore Mvouba avait répondu que ce n'était pas à lui qu'on avait confié les clés du Congo, que c'était à Sassou. Les États-Unis aussi avaient fait savoir au président du Congo que le temps d'une nouvelle élection n'était pas à l'ordre du jour. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut avoir la lucidité d'être dans l'ère d'une géopolitique. Ce que je propose dans Topesa, c'est de revenir à la croisée des chemins pour qu'il y ait cette volonté d'une sortie de la scène de manière honorable. Parce que, comme je l'ai déjà dit, de par le monde, aujourd'hui, l'histoire est en train de fonctionner autrement que par le passé. Nous avons le cas du Venezuela, nous avons le cas de l'Iran qui est en train de se traiter. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut... Vous savez, le compromis, ce n'est pas un échec. Le compromis, ce n'est pas une honte. Le compromis, c'est montrer qu'effectivement, c'est l'outil politique qui permet de dire oui, nous allons aller de l'avant. Mais aller de l'avant ne veut pas dire créer un martyr supplémentaire. J'ai toujours dit qu'il n'était pas question qu'on assassine Denis Sassou Nguesso. Et je le redis devant vous, Monsieur Christian Perrin. Cette politique d'assassiner le président doit terminer. Donc, s'il y a des gens... Mais au moins, il peut répondre de ses actes devant la justice. Il peut répondre devant ses actes devant la justice, comme il peut répondre devant l'histoire. C'est ça le plus important. Hein? Nous avons eu beaucoup de cas. Le cas de Pinochet qui est mort dans son lit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, il n'est pas question comme ce que l'on entend, ce que l'on propose, de faire disparaître Denis Sassou Nguesso et de faire disparaître certains Congolais parce qu'ils risquent d'incarner la transition sous la forme d'André Milongo. Alors il faut éviter ça. Ça, je le condamne de manière ferme. Parce que un franc-maçon n'a pas le droit de prendre la vie d'un autre frère franc-maçon. Donc ceux qui pensent qu'ils doivent faire ça doivent se remettre en question. En réalité, lorsque vous dites ça, Monsieur Boukadia, à quoi faites-vous allusion concrètement? Parce que ceux qui nous suivent sont certainement impatients aussi de savoir, parce que vous insistez là-dessus. Quoi, y a-t-il une information dans ce sens, un vent qui souffle dans ce sens au Congo? Je dis ceci, que la solution du Congo passe par Topesa. Vous savez, nous avons connu, on a assassiné un président, il y a eu des drames. Aujourd'hui, nous ne voulons plus qu'il y ait ce drame-là. Nous souhaitons pour une fois au Congo qu'il y ait un ancien chef de l'État qui soit en mesure d'être le témoin de l'histoire.
Mais cela dépend aussi de la sagesse de ce chef d'État, non? Cela dépend de la manière dont on aborde le problème. Tout est dans la négociation, tout est dans la discussion. C'est ce que je disais tout à l'heure quand vous m'avez posé la question. J'ai dit ceci, que le tam-tam se fabrique dans la forêt profonde entre des individus. Et quand le tam-tam commence à être bien fait, on l'amène au centre du village, devant tout le monde, et on le joue. Et là, il y a la confiance. Il n'y a plus de trahison, il n'y a plus de règlement de compte, il n'y a plus de chasse aux sorcières. Pardonnez-moi de vous arrêter comme ça, mais je sais que lorsqu'on joue au tam-tam, oui, c'est vrai que si le rythme il est bon, c'est peut-être tout le monde qui va danser, mais pas forcément. Il y a toujours des réticents qui, ben, à un moment donné, le son de ce tam-tam ne leur plairait pas, et puis bon, ils s'en foutent du reste. Je veux dire par là, un dialogue, une concertation n'est possible qu'avec ceux qui sont disposés d'aller à ce dialogue. Or, il se trouve que nous sommes ici en face d'un régime qui ne veut rien savoir d'un, je dis bien, vrai dialogue. Vous voyez ce qu'ils sont en train d'organiser là, la concertation. Qui sera Mais la concertation? mais, C'est mais, des gens qu'ils ont sélectionnés, qu'ils ont identifiés, qui seront là-bas, à qui on va partager de l'argent, d'abord les perdiens, parce que c'est ceux qui les emmènent là-bas. Deuxièmement, c'est des postes. Ben, quand j'aurai encore un autre mandat, vous serez ici, vous serez là. Voilà ce qui les emmène là-bas. Ce n'est ni le problème des Congolais, ni la situation des Congolais qui vivent actuellement dans des conditions précaires, j'allais dire, qui n'ont pas, comme vous l'avez dit, pas d'eau, pas d'électricité, pas de salaire, pas de bourse, pas de pension. Tout le monde est en grève là, les mairies, les hôpitaux, voilà, même les morgues sont en grève. L'université Marien Ngouabi est en grève. Mais les voilà qui vont à Djambala pour aller faire une concertation où ils vont dépenser beaucoup d'argent. Après, ils iront à une élection qui va coûter près de 100 milliards. Face à des gens comme ça, monsieur Modeste Moukadia. vous savez, le peuple n'est pas d'accord pour cette élection, et je pense que vous le savez et ils le savent aussi. Moi, je ne parle pas comme dirait le général, de ce machin de concertation. Moi, je parle du Congo. Je parle du Congo et aux Congolais. Oui, Hein? Je ne parle pas euh, à un tel ou à un tel. Moi, je parle au Congo. Que le Congo doit se refaire lorsqu'il va se réveiller lui-même par sa propre volonté, par sa propre force. Et je redis ceci, que tout est dans l'affaire, dans la compréhension du compromis politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dimension, dans une autre géopolitique. Ce que moi je souhaite, comme je l'ai dit, ce que je souhaite, de par le passé, où nous avons eu des grandes difficultés, il y a eu des hommes qui ont bravé tout cela. C'est pour ça que j'ai demandé, que j'attends des Jacques Opango, j'attends des Kikungangot, j'attends de Félix Tshikaya. Je sais que ces hommes-là existent, mais pas forcément ceux qui vont, pardonnez-moi l'expression, la mangeoire de la concertation. Ils ne sont intéressants pour personne, ceux-là. Moi, j'ai tourné la page. Cette page-là, elle est tournée. Je suis en train de tracer la page du Congo nouveau qui est là et qui va se définir, qui va arriver demain. Mais avec qui? C'est de ça dont je parle. C'est de ça dont je parle. Demain,
nous serons avec la France. Demain, nous serons avec les États-Unis. Demain, nous serons avec Israël. Demain, nous serons avec la Russie. Demain, nous serons avec la Chine, avec l'Arabie saoudite. Mais qui demain avec au Congo? Avec qui au Congo? C'est ça, des gens qui ont été capables de s'affranchir. Et je dis ceci, notre pays n'a connu que des assassinats du peuple, un peuple qui a été soumis, pardon, à la pauvreté, à la misère effroyable. Mais demain, ce peuple-là, il lui faut des gens qui ont été capables, qui sont capables de s'affranchir du PCT, de se dire, je suis le nouveau Jacques Opango, je suis le nouveau Kikungangot, je suis le nouveau Félix Tshisekedi. C'est de ceux-là dont je parle. C'est de ceux-là parce que demain, nos partenaires seront là. Mais avec qui? Pour que nous consolidons l'union nationale, pour que nous mettons en place la restauration de l'État. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, monsieur Perrin. Pas de ceux qui sont en train de faire une fuite en avant. Ils vont organiser les élections avec quel argent? Déjà, le logiciel de la gestion du trésor public a été volé. On ne sait même pas par qui. Comment ça? Hein? Donc, ils n'ont plus d'argent. Ils vont vers les élections avec quoi? Mais pourtant, Enfin, les dates sont fixées, ils vont aller aux élections. Euh, ben, je leur souhaite beaucoup de courage. Vous savez, ils peuvent aller aux élections. Et après? Et le lendemain? Hmm? Et le lendemain? Quand on dit que c'est une voie de garage, quand on dit que c'est une voie sans issue. Mais vous savez, monsieur Perrin, ici même, j'avais dit qu'il faut savoir suivre la trajectoire quand on parle, où on va. Et quand ceux qui savent lire, qui savent comprendre, saisissent où je vais aller. Nous disons, je redis, et je prends la France à témoin, le Congo doit être apaisé. Le Congo doit aller vers la tranquillité. Le Congo doit aller vers Topessa. Le Congo doit rompre avec l'assassinat des présidents. Le Congo doit rompre avec l'assassinat des hommes politiques parce que ces hommes politiques-là ne pensent pas comme eux. Aujourd'hui, c'est une nouvelle géopolitique qui s'installe. Et cette nouvelle géopolitique qui s'installe ne se préoccupe pas des enjeux institutionnels internationaux. Parce que nous avons devant nous, le monde a changé. Ce n'est plus le monde d'hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau monde qui est là. Et moi, je le dis de manière claire, je ne veux pas que mon pays, que j'aime beaucoup, que le peuple congolais que j'aime, pleure à nouveau. Et je ne tiens pas à ce qu'on nous chante encore, ah, je ne sais pas quoi, Bomi, Denis Sassou Nguesso, je ne veux pas de ça. Ce que je veux, peut-être que maintenant il est un peu tard, d'aller jouer de la pétanque avec lui ou d'aller savourer une bonne bière avec lui devant la Lima. C'est un peu tard ça. Vous Mais reprenez aujourd'hui, votre, vous reprenez votre histoire de la pétanque et du coq. C'est ça alors. non, 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 il ne s'agit pas de quoi, Mais vous parlez monsieur encore de Perrin. la Vous pétanque. savez, La pétanque, vous savez, il y a un peuple qui disait, on ne l'aurait pas fait si on avait pensé que ce n'était pas possible. Et le Congo nouveau est possible.
parce qu'il est là. Merci. On termine donc par ces notes tout à fait positives. J'espère que les Congolais ont pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Et comme qui dirait l'avenir, nous en dira un peu plus. C'est très bientôt là, je crois dans quelques semaines, hein, tout va se redessiner et nous sommes là en train de suivre la situation, suivre la marche du Congo. Vous avez dit, le Congo a trop souffert, il faut absolument changer des choses. Merci, Monsieur Boukadia. Juste une minute pour conclure et ça sera la fin de cette émission. Merci. Écoutez, le peuple congolais, c'est un grand peuple. C'est un peuple qu'on pense amorphe, mais qui bouillonne de l'intérieur. Comme je l'ai dit, moi je suis né dans les quartiers populaires de Nimbi. J'étais de Makelekele. Je suis un enfant du chemin de fer. Et nous avons souvent une seule devise. Ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Ce que je souhaite pour le Congo, c'est l'union nationale. Comme l'avait fait le président Fulbert Youlou, le président Jacques Opango, le président Kekongangot et le président Félix Tshisekedi. Le temps est venu pour que le peuple congolais, dans sa diversité culturelle, dans sa diversité, sa multitude ethnique, qui forme réellement cette force du Congo, depuis l'Alikwala aux Herbes jusqu'à Panton-la-Belle, qui fut jadis la Belle, en passant par la cuvette centrale, la cuvette ouest, les plateaux, le pôle, la Lekumu, la Bouenza, le Niari, que tous ensemble, nous nous dirigeons à l'unisson vers ce nouveau Congo, ce Congo nouveau qui nous tend la main et qui est apporté à la seule condition que nous le souhaitions, que nous le voulions. Et moi, je le veux, je le souhaite, je l'exige. Alors aux Congolais de l'exiger pour que finissent à jamais les politiques des terreurs, les politiques de la peur, et qu'enfin nous mettons en place les politiques de la construction, les politiques de la reconstruction, les politiques de vivre ensemble. Et c'est cela, demain, c'est cela, le futur, et c'est cela que la diaspora, les forces vives, ainsi que tout le peuple congolais doivent s'y atteler à travers Topessa. Merci, Modeste Boukadia. Ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Avez-vous affirmé tout à l'heure, le peuple congolais a pris acte. Grand merci de nous avoir encore accordé à ce temps si précieux, d'avoir répondu à toutes les questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de faire des petits gestes d'encouragement, cliquer, partager, commenter. Cela nous fera énormément plaisir. On se retrouve très prochainement. Merci. Merci.